Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique, émission spéciale Club de la presse post-élection européenne. Notre mission au cours de cette demi-heure sera de décrypter les résultats de ces élections en Poitou-Charentes afin de bien sûr mieux les comprendre. Nous tenterons également de tirer des enseignements de ce scrutin avec bien sûr en ligne de mire les élections municipales qui auront lieu, je vous le rappelle, dans seulement 10 mois. Décryptage et analyse que nous allons tenter de faire avec trois de mes confrères de la presse régionale. Baptiste Bis, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste politique, responsable départemental de rédaction à la Nouvelle République, Centre Presse. À côté de vous, Arnaud Develde. Bonjour Arnaud. Bonjour, vous êtes rédacteur en chef de Demoiselle FM, radio basée à Rochefort-sur-Mer. Enfin, Fabrice Bidot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de France 3 Poitou-Charentes. Alors, messieurs, premier renseignement de ces européennes, une meilleure participation qu'il y a 5 ans, certes, avec environ 10 points de mieux, 53 contre 43 en 2014, mais seul un électeur, grosso modo 1 sur 2, est allé voter. Est-ce qu'il va falloir s'y résoudre à cette moitié d'électorat qui ne va pas, justement, voter? Baptiste Bis. En tout cas, il n'y a pas de quoi sauter au plafond de joie, parce que franchement, dans une élection à un tour, à la proportionnelle intégrale, où 34 listes, donc une offre inédite, se présentent, franchement, un électeur sur 2, c'est pas terrible, quoi. Mais qu'est-ce qui arrive aux Français? Pourquoi vont-ils plus voter? C'est pas possible, ça. C'est une question que j'ai envie de poser à Baptiste. C'est une vraie crise de la démocratie représentative. On en a beaucoup parlé ces derniers mois avec le mouvement des Gilets jaunes. C'est une expression de plus de cette défiance à l'égard de toute cette organisation politique qui est la nôtre et à laquelle on est habitué. On en parle souvent dans cette émission, mais c'est vrai que depuis 2005, et surtout sur les européennes, effectivement, là, même si ça a augmenté, effectivement, on vient de le dire, mais 2005 a créé un vrai choc de défiance vis-à-vis de la politique et surtout au niveau de l'Europe. Mais ça, c'est historique, la faible participation. L'enjeu a toujours semblé éloigné des Français, mais depuis les premières élections européennes. Ce qui est significatif quand même cette année, c'est que le fait de revenir à une circonscription nationale versus les circonscriptions grandes régions a permis de renationaliser le débat, d'avoir un affrontement au plus haut niveau entre La République En Marche, Emmanuel Macron, sa majorité, le Rassemblement National et les autres qui ont essayé d'exister. Et ce qui est significatif aussi, c'est que on sent que, et c'est vrai dans le score de Yannick Jadot, les jeunes se sont quand même un peu impliqués dans ce scrutin européen. Et ça, c'est quand même un signe d'espoir parce que ça veut dire qu'ils ont quand même pris un peu conscience des enjeux européens. Ils ont surtout compris, je crois, enfin pour ceux qui ont voté, que la dimension écologique aujourd'hui de la société se jouait au niveau de l'Europe. On va en parler. Un scrutin national pour une campagne nationale, une meilleure campagne. Arnaud Develde, j'ai l'impression que vous n'avez pas apprécié cette campagne des européennes. Je suis particulièrement dépité par le niveau de la campagne. Je trouve que ça n'avait strictement aucun intérêt. Hormis donc le duel qui nous a été annoncé et qui s'est transformé quelque part en duo tout de même entre La République En Marche et le Rassemblement National. Pour le reste, franchement, on n'a rien entendu sur l'Europe ou quasiment rien, quasiment aucune proposition concrète, ou alors des propositions qui sont tellement absurdes, j'allais dire, on va réformer la fiscalité, etc., dont on sait très très bien qu'elles ne seront pas tenues et pas tenables, parce qu'il faut l'unanimité de tous les pays européens pour faire ce genre de modifications. Voilà. Baptiste Bis paraît déçu par cette campagne affligeante. Je trouve que c'était un progrès par rapport aux listes régionales parce que les régions des circonscriptions précédentes, c'était pas des vraies régions, ça ressemblait à rien, nord-est, sud-ouest. En plus, il y avait des parachutés. La Massour du sud-ouest était candidat en Île-de-France, mais ça ressemblait à rien. Puis il n'y avait pas de candidat qui émergeait, qui incarnait cette campagne. En revanche, pour qu'il y ait vraiment un débat européen, je pense qu'il n'y en aura pas tant qu'il n'y aura pas des listes transnationales, l'échelle des 27, 28 actuellement, 27 pays. Parce que pour le moment, on voit le débat, il est national, il n'est pas européen. Il est sur des sujets nationaux de politique intérieure et pas de politique européenne. Pour qu'il y ait un vrai débat européen avec des thèmes européens et des sujets européens, je pense qu'il faudra en arriver aux listes transnationales. Mais ce qui est surtout frappant, Jérôme, c'est qu'on se demande si pendant 2 mois la France a été gouvernée, parce que tous les membres du gouvernement ont fait campagne. On l'a vu nous-mêmes en Poitou-Charentes avec le Premier ministre qui a délocalisé une partie de son cabinet en Charente. On a vu Christophe Castaner venir nuitamment à Cognac faire campagne, et puis on pourrait tous les citer. Enfin, on se demande si la France a été gouvernée pendant 2 mois, parce que tous les ministres, et peut-être parce qu'ils avaient comme enjeu de garder leur portefeuille dans les semaines qui viennent, en tous les cas, ont largement arpenté le terrain. Les ministres arpenté le terrain et le président de la République qui s'est impliqué personnellement dans cette campagne. Un mot peut-être, messieurs, sur les instituts de sondage qui n'ont pas vu cette participation, ni non plus, là, on va en parler bien sûr dans l'émission, de la baisse des Républicains. L'analyse prédictive, c'est un club de la presse aujourd'hui, donc la presse qui fait des papiers sur la prédiction via les sondages, on arrête, on continue. Il faut reconnaître que sur les derniers scrutins, les sondeurs s'étaient rarement trompés. Ils avaient plutôt vu juste à chaque fois. Et même là, on ne sait pas ce qui se passe
dans la tête de chaque électeur dans les 48 dernières heures. Est-ce qu'il y a eu un sursaut de mobilisation chez les jeunes au dernier moment en faveur des Verts? Est-ce qu'il y a eu du vote utile chez un électorat de droite qui s'est dit au dernier moment ah non, je vais quand même voter utile, je vais voter En Marche plutôt que les Républicains? Il faudra qu'on Républicains. m'explique juste le vote utile sur un tour seulement. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours pas... La campagne s'étant cristallisée sur ce duel, le vote utile, c'était permettre à Maliste symboliquement d'arriver en tête, alors qu'au final, on voit il y aura autant de députés RN que En Marche. Il y avait deux votes utiles. Il y avait ce premier vote utile qui sera en tête, La République En Marche et la majorité ou le Rassemblement National. Et puis il y avait un deuxième vote utile, la barre des 5% qui permettait ou pas d'avoir des élus. Et il y a quand même beaucoup de listes qu'on frôlait avec cette barre. Pour Glucksmann et le PS, c'est passé. Pour les Républicains, c'est passé aussi. Pour d'autres, c'est pas passé. Les communistes, en l'occurrence. Voilà. Et donc il y avait un double enjeu, il y avait un double vote utile. La déclaration de dernière minute du candidat des Républicains à propos du cas de Vincent, son nom m'échappe, Vincent Lambert, n'a peut-être pas aidé non plus à conforter un score qu'on sentait peut-être effectivement plus haut. Allez, deuxième enseignement de ces élections européennes, le RN qui arrive en tête dans 3 départements sur 4 en Poitou-Charentes. Seul le département des Deux-Sèvres place En Marche devant le RN. Fabrice Bidot. Oui, alors ce qui est frappant surtout sur ce vote Rassemblement National, c'est que c'est un vote rural. Genre, on peut regarder aujourd'hui, quand vous l'avez fait dans la presse quotidienne régionale, soit Sud-Ouest, la Charente Libre, on va en parler sur la Vienne, oui. On le voit, les villes, et même pas les agglomérations, les grandes villes ont voté plutôt pour la République En Marche, mais les campagnes ont voté pour le Rassemblement National. Et en Charente en particulier, il y a un nombre incroyable de communes qui ont placé le Rassemblement National à plus de 30%. On est entre 30 et 40% dans la plupart des communes rurales en Charente. Et c'est pas par hasard si Marine Le Pen monde rural, est venue à Chassor, près de Jarnac, faire campagne et dire « Vous allez voir, ce sera le coup de Jarnac ». Il faut reconnaître qu'elle a réussi ce coup de Jarnac. Chassor, où il y a eu plus de 30%, effectivement. C'est un phénomène qu'on avait déjà constaté lors des législatives, notamment, où il y avait très très souvent des Fronts National à l'époque en tête dans les petites communes. Et en 2014 aux européennes, où le Front National à l'époque était arrivé en tête dans la Vienne déjà, en Charente-Maritime, et donc les Deux-Sèvres déjà qui avaient... Une vraie implantation, on va en parler tout de suite avec vous. Juste avant, Arnaud Devel en Charente-Maritime, le RN obtient 25,3%, soit 3 points de plus que la liste En Marche créditée elle de 22,6. On va parler de la droite un peu plus tard, mais est-ce que ce score, vous a étonné, le RN qui arrive en tête à Rochefort par exemple? Oui, c'est pas une première, Jérôme, puisque c'était déjà le cas il y a 5 ans. Le Rassemblement National, le Front National à l'époque, était déjà arrivé en tête. Je ne suis pas vraiment surpris. L'élection européenne est toujours une espèce de défouloir, notamment pour une certaine classe ouvrière ou les petites gens, comme on dit, qui y vont. Alors, c'est le cas à Rochefort, qui y vont pour voter le RN et qui le disent. Oui. Qui n'ont plus honte de le dire. On a vu un papier cette semaine dans l'ANR où, encore une fois, une commune sur 2, je crois, n'a pas de commerce dans la Vienne. C'est assez extraordinaire, 1 sur 2. Baptiste Bise, le Rassemblement National confirme sa percée, donc, j'en le disais, de 2014 dans la Vienne avec 22,5%, des suffrages contre 22,4% il y a 5 ans. Vous avez publié mardi une carte qui vaut mieux que de nombreux discours. Regardez celle carte, elle représente en bleu les communes où la liste du RN est arrivée en tête, en orange, celle où la liste En Marche est arrivée en tête. La disparité territoriale, elle est flagrante quand on voit cette carte. C'est le phénomène dont Fabrice parlait tout à l'heure, effectivement. Dans la Vienne, c'est le vote urbain et le vote rural. Dans les Deux-Sèvres, on a aussi publié une autre carte, mais peut-être que sur l'édition en ligne de la Nouvelle République cette fois, où il y a à la fois le vote urbain et le vote rural, et puis il y a la frontière, je ne sais pas si vous l'avez vu cette carte, Est-Ouest, l'ouest des Deux-Sèvres, proche de la Vendée, proche de l'ouest, a voté majoritairement En Marche, l'est des Deux-Sèvres, proche de la Vienne, majoritairement Rassemblement National. Il y a à la fois électorat urbain, électorat rural, et puis encore dans les Deux-Sèvres, la culture droite catholique qui résiste au Front National. Alors cette disparité, elle n'est pas neuve. Ça fait un petit bout de temps qu'on l'analyse, qu'on en parle dans cette émission depuis un petit bout de temps. Qu'est-ce qui peut être fait aujourd'hui, quand on est politique, soit national, soit local, territorial, pour endiguer ce phénomène, si on ne veut pas que, j'imagine, je suis un élu local, territorial, de droite ou socialiste, je fais quoi pour que le RN n'arrive pas en tête la prochaine fois? Il faudrait pour ça mener une politique qui répond aux questions qui ont été posées par le mouvement des Gilets jaunes. On peut constater quand même qu'il y a une grande convergence si on superpose les départements où les Gilets jaunes ont été très très actifs, Charente, Charente-Maritime, beaucoup moins les Deux-Sèvres, un peu moins la Vienne, sauf Châtellerault. Et à Châtellerault,
Le Rassemblement national est en tête aux élections européennes devant la liste donc de la République en marche. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, le Rassemblement national parle aux campagnes. C'est un fait. La France des oubliés, la chanson de Gauvin Cers, qui est aussi un vieux slogan de Marine Le Pen, de la présidentielle. Cette France des oubliés, aujourd'hui, elle a le sentiment que c'est le Rassemblement national qui parle pour elle. Voilà. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est ça, c'est que la République en marche est plutôt, on le voit, le parti des classes moyennes, voire supérieures, qui vit plutôt dans les centres-villes ou dans les agglomérations, alors qu'aujourd'hui, cette France rurale, elle se sent représentée par le Rassemblement national. Donc tant que ces partis-là ne lui parleront pas, eh bien, ils continueront à ne pas voter pour ceux qui ne parlent pas d'eux. Arnaud Devel. Près de Rochefort, une petite ville qui s'appelle Soubise. Que faisait le maire de Soubise samedi, donc 24 heures avant le scrutin? Il était en train de manifester devant le bureau de poste dont on annonce soit la fermeture, soit la réduction des horaires d'ouverture. Voilà, elle est là, la France des oubliés. On n'y répondra pas tant qu'on n'aura pas résolu le problème de ces campagnes, de ces territoires qui se sentent oubliés, déclassés. Ça fait des années qu'on en parle, mais c'est une réalité qui est de plus en plus douloureuse à vivre pour eux. Le Front National, le Rassemblement National a fait campagne sur le voter contre Macron, donc voter contre. Il faut effectivement voir aussi dans ce vote-là l'expression d'un désarroi, un SOS. On vote pour eux parce qu'eux contestent. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut partager, profiter du progrès aussi. En Marche parle à la France, à la Vienne, au Poitou qui va bien. En Marche ne parle pas au Poitou qui va mal. Et le Rassemblement National, en revanche, a bien capté cette colère et ce désarroi. Donc ça passe par les services publics, mais c'est aussi les transports, c'est l'emploi. C'est des services, globalement, pas que publics, dans tous ces territoires-là. Et l'Europe? Et l'Europe dans tout ça? Est-ce qu'il y a, selon vous, une réflexion par rapport à ce que l'Europe amène ou ce que l'Europe empêche dans ce vote-là? Mais ce qui est frappant, c'est qu'on a vécu il y a 18 mois environ en Deux-Sèvres un phénomène agricole très important puisque l'ensemble du département a été déclassé au titre d'une partie des aides européennes. Est-ce qu'on en a vu la trace dans ces élections européennes? Non. C'est quand même la République en marche qui arrive. On aurait pu imaginer qu'il y ait une conséquence. C'est-à-dire tout le département a perdu une partie très importante des subsides européens dans le cadre de la réforme du classement de ces zones agricoles. Aucune conséquence. Les gens ont déjà oublié parce que, au fond, l'Europe, au quotidien, ils ne la voient pas, ils ne la perçoivent pas réellement. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le débat n'était pas européen. On a très peu parlé de la PAC. Les agriculteurs votent majoritairement au Rassemblement national. On n'a pas parlé de la PAC du tout dans cette campagne. Or, on sait qu'elle est menacée. Et que, alors que l'Europe commence à s'intéresser à la défense, à la protection des frontières, il va falloir dégager des budgets et que quelle est la politique qui va souffrir de tout ça? C'est la politique agricole commune. L'effondrement des Républicains et de l'UDI, qui ne représentent plus que, grosso modo, 10% à eux deux, 10% remplacés par, en général, la République En Marche ou par le RN. C'est le troisième enseignement de ces élections européennes. Je vous propose de regarder ce reportage sur cette descente aux enfers des Républicains. On en parle ensemble juste après. Tenter d'avancer en évitant de boire la tasse. À l'évidence, en France comme en Charente-Maritime, la droite traditionnelle a raté son rendez-vous avec ses électeurs. Plusieurs de ses fiefs, comme Jonzac, Pont, La Tremblade ou encore Saujon, ont ainsi préféré le Rassemblement national à la liste conduite par François-Xavier Bellamy. Une tendance qu'expliquent certains électeurs. Aujourd'hui, que ce soit la droite et la gauche et le centre, eh bien, ils sont décrédibilisés. Et les gens cherchent autre chose. Je m'aperçois que maintenant, les partis, il n'y en a plus. Il y a une usure politique en France. Bruno Belin, lui, n'en est pas convaincu. Le président Les Républicains du conseil départemental de la Vienne avait appelé à voter pour la liste Bellamy. Et pour lui, la dégringolade historique de la droite tient avant tout aux circonstances du moment. Il y a eu surtout un vote qui s'est retransféré vers les deux principales listes, entre est-ce qu'il faut que ce soit l'une qui soit en tête, est-ce qu'il faut que ce soit l'autre justement pour faire un contre-pied. Le débat, il s'est porté là depuis 8-10 jours, et c'est ça qui fait que le résultat des 8 et quelques % de la liste des Républicains est très en deçà de ce que représente l'électorat au niveau national. Ce n'est pas le point de vue de son collègue de Charente-Maritime. Pour l'ancien républicain Dominique Bussereau, le résultat du vote de dimanche en dit long sur l'état de délabrement du parti. Selon lui, il est urgent de le reconstruire. Le président Chirac avait fait l'UMP, qui était le regroupement de la droite et du centre. Et je pense que c'est l'objectif que peut se donner la droite, que peut se donner le centre, de rebâtir un grand parti de la droite et du centre, ce qui n'empêche pas qu'il puisse discuter par ailleurs avec le président de la République et ne pas être dans une opposition systématique, bien au contraire. Reste à savoir si les enseignements de ce scrutin des européennes seront pris en compte avant les municipales du printemps prochain.
Retour sur le plateau de Dimanche en politique, spécial Club de la presse avec le décryptage des élections européennes en Poitou-Charentes. Une seule commune de la Vienne a placé la liste LR en tête. Il s'agit, Baptiste, de Mouters-sur-Blourde, à la frontière charentaise. Et de mémoire, je crois que c'est avec 9 voix. Avec LR 9 voix, à 9 c'est voix. ça. Bon, c'est pour dire. Et alors, si on prend la carte de 2014, dans la Vienne, la moitié des communes étaient bleues sur la carte. Enfin, bleu les Républicains, Bleu, UMP. Donc là, dans la Vienne, c'est vraiment très frappant. C'est pour moi un des principaux enseignements de cette élection, c'est l'effondrement complet des Républicains. L'UMP était le parti en force ici avec des élus comme Jean-Pierre Raffarin, emblématique, mais c'était le grand parti de la droite et du centre. Et on sait que dans nos territoires, dans notre Poitou, c'était surtout le parti du centre et de la droite. Avec des divisions en interne qui commençaient quand même à se faire sentir, surtout dans la Vienne, on va en parler bien sûr. On revient juste sur le reportage qu'on a vu. Une usure politique, disait je crois qu'il faut faire la différence de deux choses. Il y a l'électorat de droite, et cet électorat-là, aujourd'hui, il pèse toujours 40% de la population française en âge de voter, à peu près. Puis il y a les partis politiques. Aujourd'hui, cet électorat de droite, il se retrouve dans plusieurs partis politiques. D'abord dans La République En Marche, dont le Premier ministre est quand même aujourd'hui issu des Républicains, et il se retrouve aussi un peu aux Républicains, un peu au Front National, enfin au Rassemblement National, il s'est retrouvé un petit peu chez Dupont-Aignan, etc. Et donc il faut faire la part de... C'est pareil à gauche, l'analyse est exactement la même à gauche pour le Parti Socialiste. Il y a l'électorat, et l'électorat n'a pas bougé. Si on regarde les scores à droite comme à gauche, on est 40% à droite, 40% à gauche, 20% au Rassemblement National. Et par contre, il y a les partis. Et là, ça c'est la poursuite de la stratégie Macron. Les partis, eux, sont explosés façon puzzle, à droite comme à gauche. En même temps, ils ne cherchent pas, excuse-moi, mais les Républicains ne cherchent pas à élargir leur électorat. Ils ont fait une campagne de droite conservatrice, de droite radicale, de droite dure, on pourrait dire. Ils n'ont pas du tout cherché... Ils peuvent aller le chercher, l'espace. C'est leur proposition politique. Leur offre politique, c'est l'électorat de droite conservatrice classique. 8%, l'espace, il est de 8%, visiblement. Le discours, c'est terriblement rabougri. On a parlé quasiment que d'identité au sein des Républicains. On n'a pas parlé d'économie. Il y a quand même tout un électorat de droite qui a besoin qu'on parle des entreprises, qui a besoin qu'on parle de comment l'économie pourrait aller mieux, etc. Cet électorat qui est parti. Voilà, ils sont allés à La République En Marche. Ils sont très Macron-compatibles. Et ça, c'est un vrai sujet en vue des élections municipales. Parce que là, pour le coup, il y a quand même pas mal d'élus qui vont se représenter, ou en tous les cas, aujourd'hui, le corps municipal en Poitou-Charentes et ailleurs est quand même composé d'une grande partie de ces élus-là. Et là, aujourd'hui, ils sont face à un vrai défi intellectuel et politique. Bien sûr qu'ils demandent cette fois-ci le parrainage des Républicains. Par exemple, à Royan, fief des Républicains, la droite n'arrive qu'en 3e position. Comment ça va se passer pour les municipales, ça ? Vous imaginez, je répète la phrase, à Royan, la liste Les Républicains n'est arrivée qu'en 3e position. Enfin, j'aurais pas pu imaginer le dire. Est-ce qu'on peut préjuger quand même d'un résultat d'une élection européenne à un tour, je le rappelle, bien sûr. pour les municipales. Dans un fief comme Royan, enfin moi je pense pas que tout à coup les électeurs des Républicains ont disparu. Et pour autant, est-ce qu'il va se faire une liste La République En Marche ? J'en suis pas certain. Ça donne quoi au niveau de la Vienne entre du coup les raffariniens, on va dire, et puis les vauquiésistes avec à leur tête le patron aujourd'hui des Républicains de la Vienne, M. Bonnet. Alors ça donne quoi ? Ça donne qu'ils ne se parlent plus. Hein. Mais est-ce que du coup le rapport de force change ? Parce que là, avant les élections, c'était plutôt les vauquiésistes qui étaient en position de force. Le parti Les Républicains, il n'y reste plus que cette frange-là de militants. D'ailleurs, on voit dans les réunions du parti, ce n'est plus que la frange la plus à droite de l'ex-UMP. Les autres sont tous partis. Et si quelqu'un comme Romain Bonnet a été élu à la tête de cette fédération, c'est parce que le parti, ce n'est plus que ça. Donc, on est en train de dire que les militants, ce qui fait aujourd'hui le parti politique, est tout complètement déphasé des sympathisants de ceux qui votent plus généralement pour ce parti-là. Comme le disait Fabrice, ils votent République En Marche ou ailleurs. C'est la décomposition des partis. C'est ça. Les partis sont décomposés, c'est un fait. Il reste la République En Marche et tous les autres partis sont décomposés. Et il n'y a pas de leader. N'est plus un parti de la droite et du centre, mais un parti conservateur comme il y en a d'autres en Europe. Et il n'y a effectivement plus le leader, comme le disait Dominique Bussereau, Chirac ou Sarkozy après, qui permettrait de refaire la synthèse. Voilà, aujourd'hui, on voit clairement... C'est la question que je voulais poser quand on entend Dominique Bussereau dire est-ce qu'on va pouvoir refaire l'UMP, à savoir refaire effectivement le rassemblement de la droite centriste et gaulliste et libérale. On en est où aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut le faire Rien que dans la région, on voit dans le département de la Vienne, dans la région Poitou-Charentes, on voit que c'est compliqué. Je crois que c'est durablement installé où la vie politique s'est recomposée autour du centre. C'est le grand rêve de François Bayrou qui s'est réalisé. C'est ce dont il parlait à la présidentielle de 2007. Macron l'a fait.
Et dans la perspective des prochaines échéances, je ne vois pas ce qui peut arriver pour bouleverser cette recomposition qui est, Et surtout, sans jeu de mots, en marche. arriver, parce qu'on voit bien qu'à droite en particulier, c'est vrai aussi à gauche, mais à droite particulièrement, l'incarnation est très importante. Très importante. Et il faut un personnage, il faut une personnalité aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette personnalité, elle n'existe pas. Quand des gens comme Dominique Bussereau donnent au JDD une interview dans laquelle il tend à mot à peine couvert la main au président de la République pour dire on peut travailler ensemble sur une base de politique générale qui serait compatible. Ah bah Voilà. les liens entre les marcheurs et Agir Voilà. ou la droite macroniste, on va dire, là en ce moment, c'est le On grand sent amour. que On a là, il y a l'impression déjà un Rubicon qui a été Oui. franchi et que ce sera très difficile de faire revenir des gens aux Républicains. Et on ne voit pas très bien ce qui sépare encore Dominique Bussereau d'En Marche. D'ailleurs, on a beaucoup parlé de lui pour être ministre de l'Agriculture il y a quelques mois, donc il avait tout à fait sa place dans ce gouvernement, il aurait tout à fait sa place dans cette majorité. Et pourtant, il sera à la réunion des Républicains pour voir un peu comment ça va se passer l'avenir. Jean-Pierre Raffarin a aussi toujours sa carte au parti. Hein. Ouais. Je suis pas sûr qu'on le voit à la réunion, mais... Quatrième enseignement de ces élections européennes, c'est bien sûr la surprise Europe Écologie. Enfin, la surprise, pour certains c'est la surprise, pour d'autres ça n'est pas du tout. Surprise Europe Écologie Les Verts, premier parti en tout cas chez les 18-24 ans. Un bon score qui permet à Benoît Biteau d'être le seul élu européen qui vit et travaille en Poitou-Charentes. Arnaud Develde. Eh oui, il est en Charente-Maritime, à Sablonceau, près de Saujon. Voilà un élu qui était engagé, déjà très très engagé pour la cause écologique, même si officiellement il était radical de gauche, il y a encore quelques mois. Il est venu sur cette liste de Yannick Jadot en se disant, bon, 11e, il y a peu de chances que je sois élu. Eh ben si. Ouais. Mais c'est intéressant, Benoît Biteau, parce qu'il n'y a pas que la moustache qui le fait ressembler à José Bové. C'est le nouveau José Bové, Benoît Biteau. Alors attendez, justement. On dit que c'est le nouveau José Bové. J'aimerais bien savoir la réponse de Benoît Biteau. Est-ce qu'il est le successeur de José Bové? Voici la réponse de Benoît Biteau. Successeur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, je m'attacherai à être digne du travail qu'il a ouvert déjà. Et donc, effectivement, l'ambition, c'est de prolonger le travail de José. On n'a pas tout à fait le même profil, on n'est pas tout à fait les mêmes, mais j'espère pouvoir être digne du travail qu'il a déjà ouvert et des avancées qu'il a permises, parce qu'il en a permis de belles quand il était député européen. Donc j'espère être à la hauteur pour prolonger tout ça. Bon, alors finalement, Fabrice Bidot, la comparaison, elle est pertinente. Ah non, mais elle est totalement pertinente, parce que pas que d'abord, la moustache. il y a 15 ans d'écart entre les deux. Benoît Biteau a 52 ans, il vient d'avoir 52 ans. C'est quelqu'un qui a un parcours qui est quand même très significatif, ingénieur agronome, il reprend l'exploitation paternelle, il la transforme, il quitte l'agriculture traditionnelle issue des années 50, il se reconvertit dans une agriculture biologique, etc. Et alors, sa proximité politique avec Yannick Jadot est très forte, puisqu'en fait, Benoît Biteau a publié un livre l'année dernière qui s'appelle Paysans résistants, qui est dans la collection chez Fayard, dirigée par Isabelle Saporta, la compagne de Yannick Jadot. Donc c'est dire qu'il n'est pas là par hasard, Benoît Biteau. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a la capacité de porter, enfin, au plus haut niveau, la parole d'une autre agriculture que celle qui est défendue par la FNSEA, les jeunes agriculteurs. Il incarne le modèle d'une agriculture paysanne, comme on la connaissait avant les grandes politiques agricoles. Arnaud Develde sur Benoît Biteau. Quoi vous dire Un encore personnage. Ah, c'est un personnage, ça, je vous le confirme. Alors, quoi Fort dire en gueule. Je voudrais bien savoir si on peut aujourd'hui être député européen et à la fois conseiller régional. Parce qu'il a choisi de garder son poste de conseiller régional. Il n'est pas le seul. Dans la mesure où il n'a pas Certes. de vice-présidence. Enfin, il y a aussi une ferme à gérer. Alors, Il il recrute, embauche. hein. Il embauche. Il embauche. Il a annoncé encore sur notre antenne ce week-end qu'il allait recruter un poste, grâce d'ailleurs à ses indemnités européennes. Il dit c'est ma façon de m'engager. Baptiste Il faut Biche. juste rappeler que José Bové venait du militantisme, il s'est fait connaître en démontant des McDo quand même. Hein. C'est pas du tout le profil de Benoît Pour le Biteau, coup, oui. qui est en politique, qui est président du groupe des radicaux de gauche, toujours au Conseil régional, qui a été vice-président ici de la région Poitou-Charentes au cours du mandat précédent. Donc il fait de la politique depuis longtemps, il est engagé depuis longtemps. C'est pas du tout une surprise de le voir arriver là. Et puis en plus, il s'exprime très bien. Il a une parole qui porte. Donc je pense qu'on entendra parler de lui à Strasbourg au moins autant qu'on entend La parler de liste José menée Bové. par Yannick Jadot arrive deuxième dans les 4 grandes villes de la région, Poitiers, Angoulême, La Rochelle et Niort. Est-ce que selon vous c'est un épiphénomène lié aux européennes qui, on le sait traditionnellement, est plutôt favorable au vote écologiste, ou est-ce que c'est plus profond que ça?
Moi, je crois que... Pardon, Arnaud, Non, Yannick Jadot est un excellent député européen. Tous ceux qui travaillent à Strasbourg le disent. Moi, je l'ai rencontré lors d'une visite à Strasbourg. C'est quelqu'un qui connaît très très bien les dossiers. C'est vraiment un technicien, en plus d'être un politique. Et il y a une certaine logique à ce qu'il ait fait une belle campagne. Il a, lui, pour le coup, parlé des enjeux européens et de toutes les conséquences sur les questions écologiques. Donc, je pense que les sondages ne l'ont pas vu venir. Par contre, lui a fait campagne très en amont et de manière très précise. Il se passait quelque chose au cours de cette campagne, c'est la mobilisation des jeunes pour le climat. Et je pense que ça n'est pas pour rien aussi dans le succès d'Europe Écologie Les Verts cette fois-ci. Et c'est pour ça que d'ailleurs que les jeunes sont allés voter massivement. Est-ce que ça nous dit quelque chose sur les municipales à venir ? C'est ma première question, je la reformule. Est-ce que ça nous dit quelque chose sur les municipales à venir ou est-ce que c'est un épiphénomène ? Je trouve qu'il est toujours dangereux de projeter des résultats d'une élection européenne sur des élections municipales. C'est deux scrutins très différents. Et tout à l'heure, tu disais, Arnaud, je pense qu'on verra très peu d'étiquettes aux municipales. On aura des gens qui vont se présenter. À Poitiers, on aura Alain Claes. Je pense que la rose du Parti socialiste, elle sera toute petite sur l'affiche si elle y est. Ce sera pareil pour les autres partis, sauf peut-être Europe Écologie, parce qu'eux, ils ont quand même une étiquette qui est très porteuse en ce moment. Mais ce n'est pas une élection qui se fait sur des partis. Alors, en revanche, sur les résultats, à Poitiers, les Verts font pratiquement 20% à 16 européennes. Ils avaient fait le même score il y a 2 élections, il y a 10 ans, quand Daniel Cohn-Bendit conduisait la liste. Ils avaient fait un carton encore meilleur qu'aujourd'hui. Ils ont confirmé aux municipales les dernières, la liste Ozon Poitiers avec les Verts Donc, a fait 16% au deuxième par tour. rapport à Alain Claes qui se représente ? Ça veut dire que les Verts feront un beau score à Poitiers, mais on le savait avant les européennes. Il y a un fond dans l'électorat à Poitiers qui est très réceptif. À La Rochelle ? Je vous fiche mon billet qu'on va voir pas mal de candidats nous faire regarder comme il est vert mon programme cette année. Ça commence déjà. Hein, c'est déjà parti pour la République. À La En Rochelle, Marche. qui est plus amène à de récupérer ses voix, s'il doit les récupérer, ou s'il y aura peut-être une liste écologiste. Alors, peu de chances qu'il y ait une liste écologiste, je pense pas. Mais les négociations vont aller bon train entre les deux camps, c'est-à-dire Olivier Falorni et Jean-François Fontaine. Eh bien, merci. Ben non, c'est fini. Je coupe la parole à mon rédacteur en chef. Merci beaucoup, c'est la fin de cette émission. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Pas de Dimanche en politique pendant 2 semaines. On se retrouve donc pour le dernier numéro de la saison, le dimanche 23 juin. Excellente journée à toutes et à tous.